Bon week-end chez vous et bienvenue pour ces 7 heures. Merci pour la confiance que vous accordez à la télévision nationale congolaise pour vous informer. C'est parti pour cette demi-heure qui fait un point sur le tout premier oral du deuxième quinquennat du président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a abordé plusieurs thématiques, notamment liées à la sécurité des garants de la nation à travers de mesures concrètes prises par la vice-primature de l'Intérieur et Sécurité afin d'améliorer la sécurité des populations. C'est dit faire totalement confiance à nos forces de sécurité. Reportage. Particulièrement le phénomène Kuluna. Je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens des services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels en conformité avec notre législation s'avère également primordiale. À cet effet, le gouvernement a lancé le processus de dotation en matériel roulant à la police nationale et aux administrations et aux administrateurs de territoire pour leur itinérance. Aussi, dans le cadre de la participation directe des citoyens à la gouvernance sécuritaire, il a été mis en place des comités locaux et provinciaux de sécurité. Ce processus a déjà permis l'élaboration pour la ville de Kinshasa des plans locaux de sécurité dans les communes de Kisenso, Matete, Bumbu, Lingwala, Ngaba, alors que ceux des communes de Makala, Kimbanseke, Njili, Selembao, Massina sont en cours d'élaboration. Il en sera de même pour les autres villes de la République. Une expérience inspirante a été mise en œuvre à Kanyamakasese, où les Kuluna ont été transformés en bâtisseurs. Au lieu de les considérer uniquement comme des criminels, le gouvernement a choisi d'engager ces jeunes dans des projets de développement communautaire. En les intégrant dans des initiatives constructives, nous avons non seulement réduit la criminalité, mais également redonné un sens à leur vie en leur offrant des opportunités de travail et de réinsertion sociale. Toutefois, l'État restera intraitable face à ceux qui tourneront le dos aux opportunités de réinsertion sociale offertes. Face à eux, la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Restons toujours dans ces secteurs lutte contre le banditisme urbain à Kinshasa. Parlons de cette opération de grande envergure dénommée Ndobo qui fait surface tambour battant avec de nouvelles stratégies pour éradiquer ces phénomènes dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Opération coordonnée par les chefs de la police nationale congolaise et les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité. Explique le contour de cette opération. Il était sur le plateau. Reportage. Alors, vous avez posé la question sur le rapport d'Amnesty International. Bon, d'abord, le rapport qui est fait concerne de faits qui se sont déroulés il y a au moins une année. Et c'est des faits pour lesquels je pense que nous avons eu l'occasion de revenir dessus. Le prédécesseur du vice-premier ministre ici, le vice-premier ministre de l'époque, Peter Kazadi, et le vice-premier ministre de la Défense de l'époque, Jean-Pierre Bemba, se sont rendus au Nord Kivu, à Goma. Il y a eu évidemment une enquête qui a été faite à leur niveau, et il y a eu une enquête qui a été faite au niveau de l'auditorat. Il y a eu des sentences. Aujourd'hui, on ne saura peut-être pas aller dans le détail parce que l'affaire est encore pendante. Il y a les travaux en appel qui doivent se faire, en tout cas dès que la justice l'aura décidé. Il y a eu de condamnés. Alors, a quand même cité alors la question, lorsque Amnesty International fait son rapport, la question c'est de se dire d'abord ici, ce que nous on n'a pas attendu Amnesty International, qui vient une année après la commission des faits. Il y a eu un procès en flagrance. Il y a eu
membres du gouvernement qui ont été dépêchés sur place et qui ont donné des réponses sur base des pièces qui leur ont été communiquées. Moi, encore une fois, on ne peut pas aller dans le fond, mais il était souhaitable pour Amnesty International, à travers ses experts, que si eux disposent des preuves impliquant par exemple ou démontrant la responsabilité du général, ils peuvent le transmettre, des pièces, parce que les pièces qu'ils évoquent, il faut peut-être qu'on se réfère à notre justice, parce que nous considérons comme gouvernement que sur cette question, il y a une réponse qui a été donnée de manière flagrante. Les responsabilités ont été établies, des condamnations ont été faites, il y a un procès en appel qui est attendu. Je pense que nous devons nous en tenir à ça. Parce que la démarche derrière Amnesty International, je présume, n'est pas différente de la nôtre, parce que nous voulons que justice soit dite. Et cette justice a commencé déjà à être dite en attendant que le procès soit totalement bouclé. Et donc si Amnesty estime qu'ils ont des éléments nouveaux permettant d'établir la culpabilité des uns des autres, parce que la justice congolaise, lorsqu'elle a agi sur le sujet, elle n'agissait pas au visage des uns et des autres. Elle agissait en fonction des faits qui étaient établis. Et je pense que cette précision doit être de mise, parce que parfois il ne faudrait pas donner l'impression que nous-mêmes on sait rendre justice lorsqu'il y a des problèmes, et lorsque nous on a rendu justice, on doit venir nous dire que la justice n'a pas été bien rendue, parce que pour eux, il fallait absolument que tel ou tel autre puisse être arrêté. À retenir 9 projets de loi de ratification, dont un projet de loi modifiant la loi sur la conservation de la nature, ont été adoptés lors de la dernière plénière. À la Chambre basse du Parlement congolais, déclare également recevable la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Animbalaka pour les détails. Dans l'optique de rendre plus applicable la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en vigueur, jugée très rigoureuse pour les investisseurs, l'élu de Lukunga, Olivier Kassanda Katwala, a porté devant la plénière la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 régissant l'activité et le contrôle des établissements de crédit, communément appelée loi bancaire. Deuxième matière abordée au cours de cette plénière, c'est le projet de loi portant conservation de la nature, modifiant et complétant celle de 2014 portée par la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba. Ce projet de loi a pour objectif majeur celui de permettre de concilier avec brio les besoins d'oxygène aux besoins du pain en préservant sa biodiversité tout en créant des aires protégées communautaires. Ce projet de loi a été adopté par la plénière. Avec l'imposition à chaque banque d'avoir 4 actionnaires, s'il n'y a rien qui est fait dans le sens d'une procédure législative ou d'une mesure du gouvernement pour clarifier les choses des banques en cours des amendes et sanctions qui peuvent plomber leurs activités. Les élus nationaux ont poursuivi avec l'examen de 2 projets de loi de ratification portés par les ministres des hydrocarbures. Après avoir brièvement donné l'économie de ces 2 projets de loi, le ministre des hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a rassuré les élus sur leur crainte d'une exploitation frauduleuse de la part des partenaires. En dernier ressort, la plénière a examiné le rapport de la commission mixte relations extérieures et ECOFIN sur 7 projets de loi de ratification avant d'être adoptés par les députés nationaux. De l'Assemblée nationale au Sénat, l'on ne peut qu'emprunter l'ascenseur pour assister à la séance plénière présidée par Jean-Michel Sama Lukonde, respectivement le président de cette chambre du Parlement. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour. Janine Kalinga et Gilles Piala pour les détails. Les sénateurs ont examiné et adopté le rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration de la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires pour la période allant du 13 août au 14 septembre 2024 au cours de la plénière présidée par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde Kenge.
Conformément à l'article 104, alinéa 2 de la Constitution et selon les prescrits du règlement intérieur de la Chambre des sages du Parlement, chaque sénateur a l'obligation de séjourner au moins pendant un mois dans sa circonscription électorale en vue de s'enquérir des préoccupations de la population lors des vacances parlementaires et au terme des dites vacances, il rédige et dépose au bureau de son groupe provincial un rapport touchant à la vie politique, sécuritaire, économique, sociale et culturelle de sa circonscription électorale et en propose des solutions. Ainsi, le groupe provincial recueille l'ensemble des rapports de ses membres dont il rédige un condensé à soumettre au bureau du Sénat. Signalons que le rapport examiné et adopté ce jour au Sénat concerne 24 provinces, car 2 des 26 provinces de la République démocratique du Congo attendent encore les élections législatives nationales et provinciales devant conduire au vote de leurs sénateurs. Dans sa présentation, l'honorable rapporteur adjoint Bayende Tafeiliko Jean-Claude a insisté sur le fait que ce rapport contient des amendements, des résolutions identiques communes ainsi que des recommandations. La commission a renseigné que le projet sera transmis au gouvernement pour la mise en œuvre. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a remercié la commission administrative ad hoc pour le travail abattu et a insisté sur le respect de l'heure. Et autre chose à présent, l'atelier sur l'électrification des entités décentralisées a fermé ses portes à Kinshasa. C'est la ministre déléguée en charge de la coopération internationale qui a présidé ces assises organisées par Mater dans le but de mettre en synergie les efforts des différents acteurs pour aligner les revenus miniers avec l'électrification des communautés locales, nous dit Suzy Ngoy dans ses reportages. L'atelier portait sur l'électrification des entités territoriales décentralisées dans le cadre de l'utilisation des revenus de la redevance minière pour soutenir l'électrification locale. Organisé par Ressources Mater, cet atelier a permis aux participants de mettre en synergie les efforts des différents ministères et partenaires pour aligner les revenus miniers avec l'électrification des communautés locales. Parmi les acteurs clés se trouvent le ministère du Développement rural, le ministère de l'Intérieur et Sécurité, le ministère de la Coopération internationale et d'autres partenaires techniques et financiers. La ministre de la Coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, qui a clôturé cette rencontre, a rappelé la vision du chef de l'État, celle d'une croissance économique durable centrée sur les communautés locales avec un projet d'électrification de 145 territoires. À l'ouverture de cet atelier, j'avais affirmé la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouvernement et dirigé par son Excellence Mme Judith Suminwa, de promouvoir la croissance économique et durable à partir de nos communautés locales, matérialisée au travers du projet de développement local des 145 territoires, intégrant des projets d'électrification rurale. La ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, a également rencontré sur place plusieurs représentants des entités territoriales décentralisées. Ensemble, ils ont évalué l'efficacité des interventions des partenaires extérieurs dans les circonscriptions concernées. Plusieurs directeurs généraux des entreprises publiques, le membre du gouvernement, se sont succédés à la tribune du centre financier de Kinshasa pour ces diagnostics voulus des entreprises du portefeuille de l'État. Dans ces reportages que vous allez suivre, notre confrère Edith Chala revient sur les pistes de solutions contre la corruption et les détournements qui ont été identifiés dans ces états généraux de portefeuille. Reportage. Au 4e jour des états généraux du portefeuille, le panel 5 sur la relance des entreprises du portefeuille de l'État s'est consacré à l'examen des moyens de relancer les entreprises publiques pour booster l'emploi et la production nationale. Des stratégies de financement et d'innovation technologique ont été scrutées. Les directeurs généraux des entreprises publiques, les membres du gouvernement, sont passés pour parler des défis et des opportunités. Sous l'impulsion de son Excellence Madame la Première ministre et l'engagement de son Excellence Monsieur le ministre du portefeuille, GECAMIN a entamé sa relance. Ce projet, je l'appelle
GECAMINE Renaissance. On a épinglé la présence souvent excessive de l'État dans la gestion quotidienne de l'entreprise publique et le mauvais fonctionnement des conseils d'administration, le choix de dirigeants qui ne tiennent pas compte nécessairement des critères de compétence, de probité et de sens de responsabilité ainsi que d'expérience en matière de gestion, et des pratiques managériales non orientées vers des résultats mesurables. Le panel 6 sur le contrôle des gestions, lutte contre la spoliation, la corruption et les détournements a planché sur la transparence, l'efficacité et la confiance citoyenne sans être exhaustif. Une journée décisive qui a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement et du deuxième vice-président du Sénat. C'est l'une des stratégies pour augmenter le nombre et la qualité des sages-femmes. Le gouvernement provincial de l'Ituri a octroyé de bourses d'études à au moins 14 étudiants dans la ville de Bunia, nouvelle rendue publique à l'issue de la réunion d'évaluation de la situation épidémiologique de la campagne de vaccination. Jacques Aboba. Le VIH-Sida est encore là, il faut absolument des actions de sensibilisation et de prévention à impact visible. Après 20 ans d'existence, les réseaux nationaux, des organisations communautaires, des groupes de support des personnes vivant avec le VIH, RENOAC réaffirme son engagement d'accompagner les malades pour une prise en charge médicale et psychosociale. Cette journée d'échange a connu l'intervention impliqués dans la lutte. La directrice pays de l'ONU-SIDA, Suzanne Kassédé, de reconnaître le leadership du RENOAC dans la prise en charge et la réinsertion des malades rejetés. Pour les 5 prochaines années, RENOAC, ses interventions sur la durabilité, l'inclusion et l'innovation selon son coordonnateur national, André Soukadi. Tout ce que nous avons acquis dans ces 20 ans, nous sommes en train de voir des stratégies comment pérenniser cela en termes de durabilité. Les médicaments ne suffisent pas pour guérir. Mais il faut que la personne se sente aimée, la personne se sente accompagnée, il faut que la personne ait les moyens de suivi. En dehors de toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida pour qu'ils reprennent la force et qu'ils redeviennent utiles dans la société. La projection des réalisations du RENOAC en faveur des personnes vivant avec le VIH-Sida a clôturé cette journée d'échange. Un reportage signé Nicole Cessep. Avec un taux élevé de 65%, l'Afrique en tête d'affiche de continent avec un taux élevé de contamination du VIH-Sida, chiffre communiqué au cours d'une matinée scientifique sur l'origine des sida organisée à l'intention de la grande communauté estudiantine de l'UPEN. L'objectif poursuivi est de sensibiliser les étudiants sur les dangers de cette maladie. Erika Bamba. La désinformation sur l'origine du VIH-Sida gagne petit à petit du terrain dans le milieu des jeunes. Pour barrer la route à ces infox, cette année, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida multiplie les campagnes de sensibilisation dans les établissements universitaires. Première étape, l'université protestante au Congo UPC. Devant ses étudiants, tous les orateurs du jour ont présenté des informations les plus actualisées et les plus complètes liées à la prévention, transmission et traitement du VIH-Sida en RDC comme en Afrique tout entière. Il se dégage au cours de cette journée scientifique que la qualité des soins administrés aux personnes atteintes de ces virus demeure encore faible et est estimée jusque-là à 31% seulement. Nous devons améliorer la qualité des soins afin d'amener ou bien de conduire les patients qui sont sous antirétroviraux à supprimer leur charge virale. Et pour éradiquer cette maladie, dans le pays d'ici à 2030, le PNMLS dévoile ses ambitions. Pour l'instant, nous voulons insister surtout sur la stratégie de prévention. Prévention, ça veut dire donner l'information. Prévention, ça veut dire sensibiliser. Prévention, ça veut dire dépister et traiter éventuellement les personnes qui sont affectées. Des moments d'exposé qui ont juste après laissé place à un débat houleux entre les orateurs et l'assistance, question de dissiper toutes les ondes d'ombre.
La problématique de l'adaptation de loi congolaise à celle de Maputo, cette question a trouvé sa réponse d'une manière détaillée lors d'une table ronde organisée par l'Association des femmes avocates de la République démocratique du Congo. À l'intention des acteurs judiciaires, d'autres détails dans ces reportages signés Lisette Sakala. La RDC est parmi les pays signataires du protocole de Maputo, un traité régional de protection et promotion des droits des femmes qui autorise aux États signataires la légalisation de l'avortement. Toujours en première ligne pour défendre le droit des femmes, l'Association des femmes avocates de la RDC a réuni cet avant-midi au cours de cette table ronde les acteurs judiciaires pour non seulement un renforcement de capacité, mais aussi voir comment adapter les lois congolaises à celles de ces protocoles, a signifié la présidente de cette association, Gisèle Kampinga Tumba. La RDC a adhéré, a ratifié sans réserve les protocoles de Maputo et nous devons conformer nos lois nationales au protocole de Maputo et les personnes qui recourent aux avortements selon le protocole de Maputo, en principe, ne doivent pas être poursuivis. Ces participants ont promis de mettre en pratique ces nouvelles connaissances. Ici, il y a de pouvoir pratiquer l'avortement et cet avortement doit être sécurisé en ce sens qu'il y a un critérium à observer du point de vue du personnel médical qui doit être préalablement formé et qui doit pratiquer cet avortement dans des structures légalement reconnues. Il y a deux cas par rapport aux conditionnalités. Il y a d'abord les viols, il y a l'inceste, mais il y a aussi la non-viabilité d'une grossesse. Gisèle Kampinga Tumba et toute son équipe ont promis de travailler d'arrache-pied pour vulgariser ces protocoles de Maputo dans tous les milieux judiciaires pour dépénaliser partiellement l'infraction liée aux avortements. En politique, Steve Mbikaï, député national et président du Parti travailliste, s'est rendu auprès d'un membre du présidium de l'Union le secrétaire général. Avec Jean-Pierre Mbemba, Steve Mbikaï sollicite la convocation d'une réunion de la conférence des présidents de l'Union sacrée de la nation pour harmoniser les vues afin d'accompagner l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la réforme constitutionnelle. Edith Chala. Nous sommes en train de voir tous les ténors, sinon membres du présidium de l'Union sacrée, pour faire certaines propositions sur le fonctionnement, comment on doit procéder par ce temps qui court. Avec le VPM Jean-Pierre Mbemba, nous avons commencé par le féliciter pour sa sortie médiatique sur Top Congo, qui a permis au peuple de savoir que l'Église catholique a perçu 47 millions de dollars et qu'aujourd'hui l'opinion veut savoir ce qu'on en a fait. On a constaté que eux qui ont été sur l'offensive, aujourd'hui l'Église est sur la défensive, en train de s'expliquer. Je pense que c'est une avancée tout de même. On a fait une proposition par rapport au fonctionnement de l'Union sacrée, parce que on se rend compte que l'Union sacrée, c'est comme si elle était seulement pour les élections. Et pourtant, c'est une machine qui doit aussi accompagner le chef de l'État, accompagner le gouvernement dans ce qu'il fait, mais aussi affronter ceux qui s'organisent pour peut-être créer des problèmes, des tensions au pays en rapport avec la question de la révision ou changement de la Constitution. Alors, pensons-nous qu'ils peuvent demander au chef de l'État qui est numéro 1 de l'Union sacrée pour qu'il y ait une réunion, n'est-ce pas, convoquée avec la conférence des présidents de l'Union sacrée et que nous puissions accompagner notamment cette question de la Constitution, des réformes constitutionnelles telles que dit par le chef de l'État, parce qu'on ne sent pas assez d'accompagnement au niveau des acteurs de l'Union sacrée. Alors, s'il y a une réunion, on peut en parler et lever l'option d'être sur le terrain pour contrer tous ceux qui sont en train de pouvoir intoxiquer, alors qu'on parle de la réflexion. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va être modifié dans la Constitution, mais les gens s'agitent. Accueillie comme sans précédent dans la ville d'Issiro, la population de la province du Haut-Ouélé se dit prête à offrir à nouveau un accueil chaleureux au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme elle en a fait lors de son passage dans cette ville, une mobilisation assurée par l'honorable Joseph Bangakwa. Marie-France Zaina. La ville d'Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé,
Haut-Touélé a vu la population, les communautés, les forces vives et les partis politiques de cette province se sont mobilisés pour l'accueil du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un fait qui restera dans les annales de l'histoire. L'honorable Joseph Bangakia, député national de Rungu, après ce moment d'unité avec le gouverneur du Haut-Touélé, Jean Bakomito, et l'arrivée du chef de l'État, en parle avec enthousiasme. Et dans son speech, la question brûlante de leur condition a été également au rendez-vous. Pour être honnête, la population d'Isiro est favorable à la question de la Constitution. La population a réclamé, il est vrai, alors que le président n'avait pas encore abordé ce sujet. La célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anouarité a déféré toutes les forces vives de cette province. Et en première ligne, dans la mobilisation, Joseph Bangakia, député national du territoire des Rungu et notable du Haut-Touélé. Et toujours dans la province du Haut-Touélé, à travers l'honorable Justin Zamba, la population de cette entité réitère sa gratitude à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les regards qu'il fait à leur province. L'une des œuvres d'Afrique est l'une des plus modernes du monde. Parler de beaucoup de choses qui a touché même l'Haut-Touélé, parce qu'il a parlé de l'agriculture, il a parlé des emplois et il a parlé aussi de la guerre à l'Est, parce que c'est un discours d'espoir. Le chef de l'État a dit comment sécuriser le point que nous avons soulevé des Mororo qui rongent les champs de nos pauvres paisibles citoyens de Haut-Touélé. Il a dit particulièrement, il met l'espoir sur l'agriculture pour diminuer le chômage et la faim à Haut-Touélé. C'est notre demande qu'on avait dit au chef de l'État quand il était ici à visite, ensemble avec les collègues, on avait souligné parce que notre province est à vocation agricole. C'est comme ça que dans son discours, quand il a cité Haut-Touélé, ça nous met en espoir que le chef de l'État, c'est un papa qui n'oublie pas les recommandations. Notre gouverneur était là sur place dans la salle. On suppose que ces discours, nous avons vraiment discours fait, il a fini par parler aussi de la Constitution, comme la salle réclamait. Le président de la République a dit qu'on va créer une commission mixte qui va regarder la Constitution, voir les faiblesses et chercher à adapter la Constitution à la réalité de notre pays. Et voilà qui met fin à ce journal réalisé par André Njeka et Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Émile Zola, José Dimone Kene et Ribin Koumbi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30 pour une session d'information. Dans l'entretemps,